Bonjour et bonne arrivée comme on dit ici. Je suis Hello et je vous accueille sur ce podcast pour qu'on découvre ensemble l'Afrique profonde. L'Afrique qu'on imagine mais qu'on ne connaît pas. Celle qui brille de mille couleurs mais qui se confronte aussi chaque jour à la pauvreté, la maladie et la mort. On parle aussi d'Afrique fraternelle, d'Afrique chaleureuse, d'Afrique festive. L'Afrique qui rayonne. Vous découvrirez avec moi des personnalités touchantes, attachantes, aux histoires parfois difficiles, mais dont la force et le courage sont indéfinissables. Vous apprendrez à connaître le Gabon où je vis actuellement, pays d'Afrique centrale au niveau de l'équateur, accolé au Congo et au Cameroun. C'est parti, je vous laisse écouter l'épisode et j'espère qu'il vous plaira. Mbolo et bonne écoute. En 2009, un rapport de l'UNICEF dénombrait pas moins de 64 000 orphelins au Gabon. Quand on parle d'orphelins, on pense forcément orphelinat, et on s'imagine des enfants qui sont réunis dans un endroit chaleureux, un endroit adapté. Mais au Gabon, il n'existe que très peu de structures en ce genre. Et bien souvent, les orphelins sont élevés par les familles directes ou éloignées. Aboba est l'un d'entre eux, mais c'est auprès de sa grand-mère et surtout des prêtres de Saint-Dominique qu'il grandit depuis plus de 5 ans. Alors je vous laisse écouter son histoire. Bonjour Aboba. Bonjour. C'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Merci. Est-ce qu'on pourrait commencer l'épisode par ta présentation, s'il te plaît? Oui. Alors, je me prénomme Aboba Kangungu Glenn. D'accord. Alors, mon papa s'appelait Monsieur Aboba Simon. D'accord. Ma maman s'appelait Kangungu Pauline. D'accord. Alors, j'habitais d'abord avant d'aller chez ma grand-mère au quartier Les Colos. À Moanda? Oui, à Moanda. Tu es originaire de Moanda? Oui, oui. D'accord. Alors, j'habitais au commercial avant de se rendre au quartier Les Colos de Moanda. Alors, là-bas, c'est là où je grandis. Je suis né à l'hôpital général de Moanda. D'accord. Je grandis ici, au quartier commercial, juste en face du marché. D'accord. Et c'est là où je grandis. Je commençais mon école à l'école Alliance chrétienne. D'accord. À l'école Alliance chrétienne, après l'inscription, mes parents m'ont enlevé à l'école Alliance chrétienne. Ils sont allés me mettre à l'école catholique de Moanda. D'accord. L'école Saint-Dominique? Saint-Dominique A. D'accord, ok. Et c'est là-bas où j'ai commencé mon école. Ma maman est décédée en 2016. Tu avais quel âge? J'avais 10 ans. D'accord. Elle est morte de quoi? Elle est morte du diabète. Et c'est un diabète que les docteurs n'ont pas pu trouver dans le corps. D'accord. Ils savaient pas qu'elle avait ça. Et quand elle est morte, chaque année souvent, on avait cela, comme chez nous, que chaque année, à la fête du 1er janvier, le 31 janvier, on allait tous au quartier Les Colos. Oui. Pour passer le 1er janvier ensemble en famille. D'accord. Ça veut dire qu'après cela, et l'année là, en 2016, fin 2015, elle a décidé de dire qu'elle ne se sentait pas bien, elle n'allait pas partir, nous on devait partir. Elle ne voulait même pas que nous on partait, quand si elle savait ce qui devait l'arriver. Ça veut dire qu'elle a dit on reste, mais nous, moi je forçais à notre mère que non, si tu ne pars pas, reste ici au quartier, nous on va aller passer la bonne année avec les autres au quartier Les Colos. On est parti, et quand on revient, elle avait préparé, on est revenu, on est entré le 3. D'accord. On est resté là du 31 jusqu'au 2, maintenant le 3, vu qu'on est reprend l'école le 4 janvier. On a repris l'école le 4 janvier. Alors, c'est environ du 10 janvier 2016, qu'elle disait qu'elle se sentait pas bien. Elle ne sortait pas de la chambre. Quelques jours avant, sa grande sœur est venue la rendre visite le samedi. Elle avait des habits. Elle a dit, tu as quoi? Elle a demandé, elle a dit, non, je me sens bien. Après, sa grande sœur est partie. Elle a raccompagné sa grande sœur jusqu'au marché. D'accord. Après, elle est revenue à la maison. Ça veut dire qu'après revenir à la maison, le lendemain matin, le dimanche, sa grande sœur encore revenue la voir. Dit qu'il faut aller à l'hôpital. Elle a dit, je n'ai rien. Et puis sa grande sœur a demandé d'aller à l'église. Elle a dit, elle connaît le jour qu'elle va aller à l'église. Maintenant, entre la nuit du 13 et la nuit du 14, elle a chuté, ça veut dire que du 13 au 14, elle ne sortait plus de la chambre. C'est ma grande sœur qui a eu le bac l'an dernier
qui faisait toutes les choses de la maison, on préparait, vu que c'était elle et moi, les plus grandes de la maison. Les plus grands. Elle préparait, elle faisait tout. Moi, je lavais souvent les assiettes. Mais le même jour que ma mère, c'est-à-dire que dans la nuit, le 14, on l'amène à l'hôpital général. Ma grande sœur, la deuxième fille de mon père, qui est à Libreville en ce moment, qui se trouve déjà à Franceville, qui est ma petite sœur à Franceville, D'accord. a appelé ma grande sœur qui est ici à Mwanda, qui reste aussi avec moi à l'écolo, va au commercial, va voir ce que notre mère a. Si elles ne sont pas bien, prends-la, amène-la à l'hôpital. Oui. Et ma grande sœur est venue, elle a vu qu'elle ne se sentait pas bien. Mon père n'était pas là, il était dehors avec ses amis. Alors quand ma grande sœur est arrivée, elle a pris ma mère, moi et ma grande sœur, et puis les amis de ma grande sœur, ils sont venus, on allait au carré jusqu'au marché, on a pris un taxi. Quand on a pris le taxi, pour sortir ma maman de la chambre là où elle dormait, Oui. jusqu'au salon, c'était la bagarre parce qu'elle était tellement grosse et elle pesait. Elle pesait beaucoup. Voilà. Donc c'était dur. Voilà, pour la faire sortir. Moi, en fait, depuis, je sentais que ma mère était en train de partir, de mourir. Tu le sentais déjà. Je le sentais déjà. Et quand elle est partie, en même temps, ma petite sœur a eu la fièvre. Elle a eu la fièvre. Quand on l'amène à l'hôpital général, pour la mettre sur les lits là, c'était la bagarre. Elle ne peut pas entrer sur la chaise roulante aussi parce qu'elle était tellement grosse. On l'a soulevée, on l'a amenée à l'hôpital général. C'est aux environs de 21 heures que le docteur arrive. Le docteur Nguema arrive. Ça veut dire que vous avez attendu longtemps avant que le docteur arrive? Oui. Quand le docteur arrive, il dit que là, on ne peut rien faire. Il faut l'évacuer direct à l'hôpital Amissa de Franceville. On l'a évacué à l'hôpital Amissa de Franceville. Mon papa, lui, n'avait pas porté ses papiers, donc il ne peut pas aller à Franceville. Et puis nous, on était seuls. Et ma grande sœur devait se rendre à l'école le matin parce qu'elle était en période de devoir. Moi, je devais aller à l'école l'après-midi et ma petite sœur allait à l'école en matinée. Donc, elle est restée. Mon papa est revenu. Mais durant le long du parcours dans l'ambulance, durant le parcours, quand elle arrive là-bas, elle rentre dans le coma entre 1h30 et 2h. Ta maman est entrée dans le coma pendant la route entre Moanda et Franceville? Non, à l'hôpital. À l'hôpital en arrivant, elle est tombée dans le coma. Oui, entre 1h30 et 2h. Ils sont arrivés aux environs de 23h. Donc, entre 1h30 et 2h, elle est tombée dans le coma. Elle rend l'âme à 6h du matin. Quand les docteurs savaient qu'elle a rendu l'âme, ils ont demandé d'acheter plusieurs médicaments, ils ont acheté. Et quand ma mère, j'ai aussi perdu notre mère, sa grande sœur, qui était aussi infirmière à l'hôpital Amissa de Franceville. Donc quand elle arrive, elle dit non, c'est trop tard, elle est décédée. Quand elle est décédée, moi j'étais à la maison, parce que je savais que ma mère, quand elle est partie, elle n'allait plus revenir. Je savais déjà. Et je savais qu'elle n'allait plus revenir. Pour moi, ça m'a fait mal parce que on n'a pas su passer la fête avec elle. Peut-être que la fête, c'était pour nous dire au revoir. On n'a pas pu passer la fête avec elle. Moi, je pleurais tous les jours. Et maintenant, pour moi, quand je suis restée, le problème, il fallait comment savoir attraper ma petite sœur. Parce que quand elle a appris ça, c'était obligé, sa maîtresse, qui est obligée de la rapporter jusqu'à notre maison, parce qu'elle a commencé à pleurer à l'école. Parce que qui lui a dit à ta petite sœur? Toi, c'est ta tante qui te l'a dit, qui est venue te le dire? Oui. Ou est-ce qu'elle l'a d'abord dit à ton père et ensuite ton père vous l'a annoncé? Mon père n'était pas. Mon père, ma grande sœur d'abord, la première fille de maman, a appelé mon père de nous dire qu'on vient à l'écolo, quartier l'écolo. D'accord. Il a demandé pourquoi. Ma grande sœur, elle n'a pas voulu le dire. C'est maintenant ma tante qui quitte chez elle du fumier, arrive jusqu'au commercial pour demander à mon père. Maintenant, je demande pourquoi. Elle dit que maman est décédée. Quand elle a dit ça m'a fait mal parce que je pleurais. Oui. Je pleurais. Après, les gens sont venus. Maintenant, ma grande sœur, la maîtresse de ma petite sœur en ce moment, c'est la petite sœur à ma mère. D'accord. Elle est venue, elle a attrapé ma petite sœur, elle l'a mis jusqu'à la maison. Et quand elle l'a mis jusqu'à la maison, elle pleurait. Moi, je devais partir à l'école parce que moi aussi, c'était la même semaine des compositions. Des évaluations. Oui. Je suis reparti à l'école. Alors, j'ai dit au directeur que moi, je perdais maman. Et à l'époque, le directeur, c'était Monsieur Aimé. D'accord. J'avais dit au directeur que je perdais maman. Alors, et là, ma maîtresse, c'était la maîtresse Bernice. D'accord. Vous savez que j'ai dit à la maîtresse qu'elle perdait maman. Le directeur m'avait demandé de partir à la maison. J'avais dit au directeur que moi, je veux composer
terminer le devoir. Après, je rentre à la maison. Tu as été fort, dis donc, parce que c'est dur d'arriver à se concentrer dans des conditions pareilles. C'est que j'ai tout supporté. Maintenant, après, je suis rentré à la maison. Après le soir, je suis mon petit frère, ma petite sœur et ma grande sœur. Nous sommes allés jusqu'au quartier, l'écolo. Oui. Quand on est arrivé au quartier, l'écolo, on a pleuré toutes les larmes de notre corps. Lorsque ma mère est sortie, lorsque ma tante est arrivée, elle a pris une poule blanche et la cendre. Elle est venue, elle a coupé cette poule blanche dans la maison. D'accord. Et le sang a coulé. Elle a dit que c'était pour chasser les mauvais esprits pour que ma mère ne revienne plus dans cette maison. D'accord. Et pendant que ma mère était à la morgue, la grande sœur de mon papa, la même femme qui a coupé la poule, est passée à ranger les affaires de maman. D'accord. Et mes tantes a dit que c'est pas normal, pendant que la personne est encore à la morgue, on n'a pas encore sorti le corps. Vous ne pouvez pas prendre déjà les choses, ranger déjà. C'est là où, à la veille que le corps sortait, mes parents et moi, on est venus jusqu'au commercial, on a pris des choses, parce qu'il fallait trier des choses qu'on devait amener jusqu'à la tombe. Oui, des choses que vous vouliez mettre dans sa D'accord. tombe avec elle. Ok, c'est ça qu'on a appris, on a amené jusqu'au quartier, l'écolo. Le vendredi, comme le corps est sorti, pour nous, ça nous a fait mal, je pleurais tout le temps encore, parce que je ne veux plus revoir ma mère. Mhm. La vie que je vis avec ma mère, c'est pas la vie que je mène aujourd'hui. Mhm. Aujourd'hui, la vie que je mène, c'est que si je n'avais pas connu les prêtres sur ma route, et que j'ai connu les prêtres grâce à un jeune homme, ce jeune homme, même si aujourd'hui, il est revenu bandit, il fume, il fait tout, il braque même les gens. D'accord. Ça veut dire que c'était un ami, la première année que je venais à peine arriver à l'écolo, il m'a dit, je t'invite le samedi à l'église, tu viens avec nous, on a un groupe enfants de cœur, je vais te présenter aux prêtres et tu vas intégrer le groupe enfants de cœur. C'est là où je suis parti avec Alice. Il m'a présenté à tous les prêtres, aux sœurs. Ça, c'était quand même une fois que ta maman était déjà décédée, c'était Oui, après. Après que maman soit décédée. D'accord. Donc t'es allé à l'église. Oui, à l'église catholique. C'est là où je suis parti. J'ai raconté les prêtres mon histoire. Alors, c'est un prêtre qui n'est pas situé ici à Mwanda. D'accord. Il est situé à Lekoni. D'accord, qui est pas très loin, à 200 km peut-être. Voilà. Il est situé à Lekoni. Alors, le prêtre là m'a appelé celui qui finance mes écoles avec les prêtres des Seigneurs, celui qui paye mes cahiers, mes choses, en fait, toutes les choses que j'en ai besoin un peu. En fait, ils t'ont recueilli, ils t'ont pris sur leurs ailes pour t'aider. D'accord. Et toutes les fois là-haut, je rentrais à la maison, il m'insultait que je ne savais rien faire, je ne savais pas travailler. Mais qui t'insultait? Les parents de ma maman. Tes grands-parents. Voilà. Oui, avec ces temps. Si aujourd'hui je supportais tout ça, parce que je regardais derrière moi, que si moi, aujourd'hui, j'ai 1000 fois voulu mourir sur mes parents, mais j'ai dit que c'était pas la solution. Je regardais derrière moi mon petit frère, ma petite sœur, que si moi aujourd'hui je suivais mes parents, qui seraient mes petits frères demain? Alors je dis ça toujours à mes amis de l'école, que si aujourd'hui moi, je n'arrive pas à avoir mon bac, mais mes petites sœurs, mon petit frère, vont avoir le bac. Madame Elodie, si vous savez ce que ça fait d'avoir son bac ou son BPC sans sa maman, ça fait mal. Ou sans son papa. Parce que ton papa est aussi décédé? Oui, il est décédé. Lui, il est décédé 1 an. Après ta maman? 1 an après ma maman. Donc tu avais 11 ans. J'avais 11 ans déjà. D'accord. Non, c'était 12 ans. Donc ça veut dire que quand ta maman est décédée, vous êtes d'abord resté à votre maison avec tes frères et sœurs, avec ton papa, seul avec ton papa? Oui, oui. Et c'était une de tes grandes sœurs qui gérait un peu la maison et qui jouait Oui. le rôle de maman? Oui. Et après, ton papa est décédé, il est mort de quoi? Il est mort. Ça veut dire que l'habitude, comme lui, il sort du travail, il ne rentrait pas tout droit à la maison. Il allait pour se balader. Alors nous, on est partis vivre chez notre grand-mère pour 2 à 3 mois. Parce qu'il était jamais à la maison, donc vous avez dit vaut mieux qu'on soit chez notre grand-mère. Voilà. D'accord. On est partis vivre là-bas. Quand on part vivre là-bas, maintenant, un jour, mon petit frère revenait de l'école. Voilà, mon petit frère va au quartier commercial. D'accord. Mon père a fini au travail un peu tôt, il est rentré. Lui, c'était un jardinier, il faisait des fleurs, il faisait un peu tout. La pelouse, voilà. tout ça. D'accord. Donc, quand mon petit frère arrive, il voit mon père est allongé dans la chambre. Il dit, papa, moi je vais manger.
Il dit à mon petit frère Michel, j'arrive avec mon petit frère s'appelle Michel. Il dit, Michel, j'arrive, repars au quartier des Colos, là-bas tu vas trouver quelque chose à manger. Alors Michel repart au quartier des Colos. Il voulait pas que ton petit frère reste à la maison. Voilà, sinon il le voit. Parce que si mon petit frère était là, lui au moins il pouvait le sauver. Il pouvait appeler au secours. Oui. Pour le sauver, pour qu'on trouvait rapidement un taxi. On l'amenait rapidement à l'hôpital. Oui, mais tu penses qu'il avait pas envie en fait. Il voulait se laisser partir pour Voilà. rejoindre ta maman. Oui. Parce qu'il était habitué à vivre avec maman. Parce que ensemble, ils ont réalisé plusieurs choses. Ça veut dire que si la maison qu'on vit aujourd'hui, c'est grâce à notre mère. Parce que, ça veut dire que cette maison-là, et jusqu'aujourd'hui, il reste abandonnée, on ne repart plus là-bas. Mais moi, je suis pas découragée. Cette maison, les gens cassent. Ils ont cassé. Ils sont passés pour casser même les fenêtres. Mais ils n'arrivent pas à rentrer à l'intérieur parce qu'ils sont coincés. J'ai la présence d'une personne à l'intérieur. On amène à l'hôpital comme l'autre, là. Ton père, il a été amené à l'hôpital de la Comilogue. Oui. D'accord. À environ des 16h30. D'accord. Quand il arrive à 16h30 à l'hôpital comme l'autre, c'est le grand frère de mon papa qui dit qu'il ne venait plus parce qu'il est déjà décédé. Alors, il faisait 17h. Quand on arrive à le quartier commercial, il était environ de 17h. On voit beaucoup de gens à notre cour. On dit qu'est-ce qui s'est passé? Quand on est à la maison, c'est notre père qu'on dit qu'il est décédé. Alors, mon petit frère, lui, n'a pas voulu entrer. Lui, il a fui, il est sorti direct de la maison en courant. Il est parti. Mais il était mort chez vous? Il était pas mort à l'hôpital? Il est mort à l'hôpital. Ah oui, d'accord. Il est mort à l'hôpital, mais les gens étaient venus vous. Chez nous pleurer. Mais là, quand mon petit frère a pris ça, il est sorti de la parcelle en courant, il est parti à la maison. Il est parti me attendre à l'église. Alors, moi, je pleurais parce que je n'ai plus revu mon père. Et quand mes parents sont décédés, mon père est décédé. Quand ma mère est décédée, j'ai dit que bon, j'ai encore de l'espoir. Un jour, je pourrais repartir vivre avec mon père. Et quand mon papa est décédé, tout moi est tombé à l'eau. C'est à cette partie-là où j'ai dit, l'école ne me sert plus à rien. Que je peux faire suivre mon papa. Aller le suivre partout dans la rue. Tous les jours que tu veux faire, je pleurais toujours. Parce que, comme vous voyez, Madame Elodie, d'autres parents viennent répondre aux convocations de l'école. D'autres parents viennent répondre aux réunions de l'école. Mais si tu n'as pas de parents, comment faire? Mes parents ne viennent même pas répondre aux réunions de l'école. Personne ne vient sur nos bulletins. Si c'est pas les prêtres, eux, ils viennent seulement juste à la fin d'année récupérer juste le bulletin. Ils viennent, ils récupèrent ce bulletin. Quand moi je suis malade, ce sont les prêtres qui prennent soin de moi à la maladie. Ce sont les prêtres qui paient mon école. Alors pendant les vacances, je travaille, je faisais des fleurs. C'est sans ces fleurs-là que je suis sorti, je faisais avec ça, qui arrivait que les prêtres ont payé la scolarité. Moi, j'ai dû prêtre que je perds les cahiers, je perds le sac et la tenue. J'ai payé tout ça là. Avec l'argent que je faisais des fleurs, si vous arrivez un jour à l'église, vous allez avoir plusieurs fleurs dans la cour de l'église qui en vendent. C'est toi qui les vends? C'est ça que je vends avec un malien, avec un Burkinabé qui est revenu du pays, que les prêtres ont fait venir du pays. Alors, normalement, cette année, moi, je ne vais pas apprendre. Tu ne devais pas retourner à l'école, c'est ça? Oui. Alors, j'ai expliqué ça à Madame Félicité. Ta maîtresse de l'année dernière. Oui. Que moi, on est parti à Léconie. Quand on arrivait à Léconie, on devait aller dans un centre parce qu'on devait apprendre l'électricité. L'électricité, d'accord. Oui. Quand on arrive à Léconie, alors moi et le père Simplice, on commence du premier centre jusqu'au dernier centre. On arrive à mon bulletin, ils ont vu mon niveau de lecture était bas. Ils ont dit, ici, il y a de l'essence. Parce que si on l'accepte dans ce centre, comment il va s'en sortir avec de l'essence? Alors, je dis, mon père, dans la vie, il y a toujours de l'espoir. Je dis que mon père, je veux repartir à l'école. Alors, je suis revenu à l'école. Quand je dis à madame, félicité que moi je revenais à l'école, elle m'a dit toujours, dans la vie, il y a toujours de l'espoir. Alors, tous mes amis savent ça. Tous les maîtresses qui m'ont enseigné savent ça, qu'une année, je échoue, mais l'année qui suit, je travaille toujours. C'est bien. Parce que je dis à tous mes amis, pour moi, quand je suis revenu à l'école, ça m'a fait mal au cœur. Parce que tous mes amis que je marchais avec eux l'an dernier sont partis, ils m'ont laissé. Sont partis au CM2. D'autres sont partis. D'autres sont même plus ici à Mwanda, sont partis. Et ce sont une nouvelle personne que je rencontre. Parce que quel âge tu as, Aboba? J'ai 18 ans. Et tu es en quelle classe? 4e année. Qui correspond au CM1. D'accord. Alors, j'ai dit à mes amis que dans la vie, quand on reprend une classe, il faut faire un examen de conscience. Que l'an dernier,
Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors moi, ma vie, je demandais à Dieu de m'aider. Du lundi, tous les jours, je souffre comme ça. Je pleure toujours quand j'entre au soir, chaque soir. Et l'école, pour moi, ça veut dire qu'en maths, j'arrive un peu à m'en sortir. Oui. Mais là, le problème de l'école de maths, en mathématiques, ça veut dire que plus ce sont les calculs que je n'arrive pas à travailler. D'accord. C'est-à-dire que quand je calcule deux fois, je pense que c'est la bonne réponse, alors que quand je mets dans le cahier, comme maintenant Félicité corrige, alors que c'est pas ça la bonne réponse. D'accord. Parce que moi, je suis habitué à compter des bâtonnets très vite. Alors que quand pour travailler, il faut qu'on pose tout son cœur. Oui. On réfléchit. Oui. Maintenant, en français, je m'en sors pas vraiment en lecture. D'accord. La lecture, en fait, c'est pas moi. Je ne sens pas vraiment la lecture. Plus en maths, quand c'est qu'on a fait ça, dit que la base de toute l'école, c'est le français. C'est-à-dire que tu peux avoir plus une moyenne élevée en maths, mais si tu n'as pas la moyenne en français, tu ne peux pas passer. Parce que la lecture, c'est la base de tout. Si tu sais pas lire, tu Alors, peux pas. Les parents de ma mère m'ont insulté de tous les noms. Que moi, j'étais un vaurien. Je ne savais faire rien de ma vie. Que je vais finir comme mon papa. Parce qu'ils avaient accusé que c'était mon papa qui a tué ma maman. Parce que mon papa était un grand musicien. D'accord. Alors lui, il a commencé l'école de la musique. Il n'a pas fait l'école de musique. Il apprenait au quartier Leïma. Et il faisait quoi comme instrument de musique? Il a fait la guitare. Il jouait en même temps à la batterie et à la guitare. Wow. Et en même temps, il tenait aussi le micro. D'accord. Et il t'a appris? Non. Il a appris juste à mon petit frère. À ton petit frère. Alors, donc, il a joué à la guitare. Donc, pour lui, il se disait, ils ont demandé à ma mère que ton mari ne pratique pas. Elle a dit non, lui ne serait pas la nuit pour faire des prières. Lui, c'est son don de Dieu. Parce que dans toutes les familles, que ce soit femme, homme, les femmes, ils ont la passion de chanter. Mais pour les hommes, ils jouent la guitare. D'accord. À la famille de mon papa. Mais lui, ils ont commencé à jouer des guitares. Ils fabriquaient les guitares avec les bois. Ils jouaient ça juste après les cours. Ils se cachaient toujours derrière les salles de classe. Après les cours, ils jouaient la guitare. Mais c'est là où il a grandi. Lui, les autres ont eu le bac. Maintenant, lui, il a raté son bac. Il a dit, moi, je veux consacrer ma vie à la musique. Alors, il a consacré sa vie à la musique. Donc, il a sorti même un CD. Mais je pense bien que le CD là, c'est encore là-bas, à la maison. Dans le CD là, il mentionne tous les noms de ses enfants. Et le nom de sa femme. Parce qu'il nous a toujours aimés. Il a toujours donné. Il a dit, lui, il préfère rester comme ça et protéger ses enfants. Et est-ce que tu pourrais pas choisir une voie un peu comme celle de ton père, une voie artistique? Est-ce que tu as peut-être un don pour la peinture ou peut-être pour le chant et quelque chose qui pourrait aussi te faire vibrer? Alors, moi, j'ai envie de faire de la musique, mais alors cette année, l'église organisée a fait venir une blanche de la France. Ça veut dire qu'à partir de février, elle sera là, il y aura l'école de musique, ça veut dire qu'il y aura plusieurs instruments. Ça veut dire que la guitare, le micro, tous les instruments qu'on retrouve au Gabon ici. D'accord. Elle va venir, mais non. On va recueillir certains jeunes qui veulent faire la musique. D'accord. Alors moi, je fais parmi de ces jeunes qui fera la musique. D'accord. Alors moi, je dis que je vais réaliser le vœu de mon père. Mon père a voulu construire une maison et mettre ça sur le nom de la Hacienda. La Hacienda, c'était le nom de la grande maison de son village. L'Hacienda? Oui. D'accord. C'était le nom de la grande maison de son village. Alors lui, il a voulu réaliser ça. Moi, vu que mon père n'a pas pu le faire, moi, j'ai dit à mes petits frères que moi, je vais réaliser le vœu de mon papa. Et il sera fier de nous. Parce que moi, en ce moment, je prends soin toujours de mes petits frères. Oui. Si tu regardais mon grand frère, tu me regardes et tu regardes mon papa, on peut dire que c'est petit frère, grand frère et grand-père. Parce que nous trois, on nous s'est ressemblés pareil. Vous aviez le même visage. On avait le même visage. Mais Madame Elodie, ce que moi je vais dire aux jeunes de Mwanda, c'est quand on a sa mère, on prend soin toujours de sa mère. On écoute les conseils de sa mère. Parce qu'on ne sait pas là où la vie nous amène. Aujourd'hui, tu peux te retourner. Mais sa maman, c'est pas seulement celui qui t'a mis au monde. C'est aussi les gens que tu rencontres dehors. Chaque année, depuis ma 3e année, depuis que j'ai connu l'église catholique, alors, j'ai décidé à certains élèves de ma classe depuis en 3e année, de partager un temps de prédication. Même si que ma passion le plus chère, c'est devenir un grand prédicateur. D'accord. Un grand prédicateur, prier pour les malades,
aider les pauvres orphelins qui n'ont rien chez eux. Alors, l'an dernier, j'avais dit à Madame Félicité qu'on était allé à la prison centrale. À la prison centrale, on allait faire dedans. On a donné des habits aux prisonniers. On a acheté des sacs de riz, de la nourriture. On allait donner aux prisonniers. D'accord. Après cela, on allait faire la visite à l'orphelinat. On a commencé, nous avons un mouvement à l'église catholique, on en a plusieurs mouvements. Il y a des scouts et il y a des CVAV. Alors, les CVAV, c'était un mouvement qui a été créé en France. D'accord. C'était créé en France par le père Gaston Coutois. D'accord. Alors, le mouvement CVAV, c'était un mouvement fait par les enfants et pour les enfants. Alors, là-bas, nous accueillons des enfants de 4 ans jusqu'à... Alors, au mouvement CVAV, on retrouve des moments, des grandes personnes qui ont servi le mouvement. C'est forcément des orphelins? Non, pas forcément des orphelins. On retrouve même des enfants qui ne sont pas orphelins, qui viennent s'installer dans le mouvement. Et pour nous les CVAV, l'an dernier, on est allé faire le don à l'orphelinat. Quand on arrive à l'orphelinat, moi, je suis senti à l'aise parce que j'ai vu ces enfants-là. Il n'y avait plus de maman qui était fait jeter dans les rues parce que les parents étaient dépassés. Parce que les parents étaient dépassés de ces enfants. Je suis senti à l'aise. Tu t'es senti un peu comme eux aussi, voilà. Finalement. Mais moi, le conseil que je donne toujours aux gens que j'encontre sur la rue, que même si ta mère part, même si tes parents font, mais remets tout dans les mains de Dieu. Parce qu'on dit que Dieu est le père de veuves et des orphelins. Il faut toujours remettre tout entre les mains de Dieu. Et alors, quel avenir pour toi maintenant? En dehors de l'église, on va dire que cette année, tu vas la terminer et tu vas faire beaucoup de progrès en français. Et après, c'est quoi ton souhait? Être électricien? Alors, mon souhait cette année, là, quand je finis mon école, alors l'an prochain, je ne ferai plus le courant parce que le courant, pour moi, c'est pas ma passion, en fait. L'électricité, c'est pas ta passion. D'accord. Alors, moi, je peux faire pâtisserie. Je vais faire de gâteaux, faire de pizza, apprendre la pâtisserie. À cuisiner, d'accord. C'est super, ça. Mais j'ai dit à Dieu que si vraiment le rêve là, c'est ça, que ça se réalise. Que chaque année, je ne dois pas tomber en échec, mais je dois aller de l'avant. De l'avant. Pour toi, pour tes frères et sœurs. Pour mes frères et sœurs. Et pour que tu aies un bel avenir. Même si tu n'arrives pas à passer du CEP, mais va dans un centre. Et forme-toi, apprends un métier. Et tu vas apprendre un métier. Et quand tu vas apprendre ce métier, alors ouvre ton atelier si tu as des moyens. Si tu n'as pas, comment cherche là où tu peux t'installer pour le moment, jusqu'à là où tu vas cotiser de l'argent, tu vas faire les papiers et tu vas avoir ton atelier à toi-même. Alors, Madame Elodie, ce que j'ai à dire aux enfants de l'Afrique, c'est que ils se soutiennent les uns les autres. Même s'ils n'ont plus de parents qui gardent toujours le sourire, qu'ils n'ont pas de rancune pour les parents, même si on les maltraite. Alors, Madame Elodie, que si un jour vous repartez dans votre pays, dites aux enfants que la vie continue. Oui, je vais leur dire. Mais ainsi que la vie n'ont plus de parents, qui se retrouvent dans les orphelinats. Il faut leur dire la vie continue. Moi, aujourd'hui, je n'arrive pas à pardonner mes parents, parce que tout ce que je sais faire depuis que je suis malade, ils m'ont pas payé des médicaments, mes habits, c'est moi-même qui paye. Mes chaussures, tout pour moi de l'école, c'est moi-même qui paye. 50% c'est des prêtres, 50% c'est moi-même. Alors, moi, c'était tout ce qu'il y avait à dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir raconté ton histoire. Je suis très touchée par tout ce que tu racontes et j'ai retenu mes larmes plus d'une fois. Merci. C'est pas facile à entendre, mais je vois que tu as une force. Tu as une grande force. Et je te souhaite beaucoup de bonheur et que toutes tes prières se réalisent. Tous tes souhaits se réalisent. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à en parler autour de vous. Et je vous dis à bientôt sur Hello Africa.